ce n'étaient pas forcément des sujets faciles. Et nous avons eu des interventions variées et très concrètes surtout. Alors, je vais prendre dans ma voix la question d'une de nos participantes à distance, une question à Madame Maïté Roux. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Madame Roux? Oui, je suis toujours avec vous. Alors, en fait, c'est une question qui vous est adressée, mais je pense qu'on aura peut-être aussi plusieurs réponses, peut-être aussi dans la salle. Sait-on pourquoi les thèses de droit sont moins accessibles en accès ouvert que dans d'autres disciplines? Oui, alors, je laisserai les spécialistes du droit apporter une réponse un peu plus, complète que la mienne puisque, nous, on a les grandes statistiques, mais c'est vrai que les pratiques d'une discipline à une autre sont très différentes. Il faut savoir que c'est pas que le droit qui est un petit peu, à la traîne. On a en gros 2 gros blocs, les sciences fondamentales et appliquées qui sont très en avance sur, l'open access avec, en tête les maths et la physique où, les thèses sont à 90 en open access et parce que en fait, ce sont des disciplines où, les docteurs publient dans des revues. Donc en règle générale, l'article issu du travail, de la thèse est publié avant que tout le dépôt légal de la thèse soit terminé. Donc ça pose rarement problème ou alors on bloque l'accès à la thèse pendant 6 mois seulement et ensuite elle est, en open access. Alors que dans les disciplines, des SHS, et bah, là, on a, beaucoup plus de frilosité pour, ouvrir, l'accès aux thèses. Donc c'est pas que le droit, on a la même chose en littérature parce que souvent il y a, l'intention, parfois le rêve en fait d'éditer, la thèse chez un éditeur et on se dit: «Bah, je ne veux pas que ma thèse soit en libre accès parce que je veux l'éditer». Alors ça n'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un obstacle. On peut très bien mettre la thèse en libre accès, chercher un éditeur. Des fois, les éditeurs demandent à ce qu'on coupe l'accès à la thèse, parce qu'ils ont des logiciels anti-plagiat qui tournent et qui détectent un plagiat même si c'est le même auteur. Donc on coupe. L'auteur, publie sa thèse et dès que c'est publié, on remet, l'accès en ligne. Comme ça, voilà, la personne a pu avoir son contrat d'édition et il y a pas de souci, de droit d'auteur puisqu'elle reste auteure de sa thèse. Et malheureusement, l'accès, la plupart du temps, n'est pas remis. Oui, ça c'est en fonction de ce que choisit l'auteur. Donc il y en a qui nous disent: «Ah oui, on va couper juste le temps» et puis d'autres qui ne remettent pas l'accès. Ça on est sur la diffusion en ligne, c'est vraiment complètement le choix de l'auteur. Donc à part sensibiliser beaucoup plus les auteurs, c'est toujours un peu compliqué, dans ces domaines-là. Obligé de former, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs l'Université de Toulouse. On est obligé d'expliquer que, par exemple, mettre sa thèse en ligne permet d'éviter les plagiats plutôt que favoriser les plagiats. Parce que les logiciels anti-plagiat, la première, ils sont beaucoup plus facilement efficaces quand ils peuvent aller chercher la thèse existante en ligne et comparer que si la thèse est planquée. C'est très facile de plagier une thèse qui n'est diffusée nulle part. Au contraire, c'est beaucoup plus facile. Puisque avant qu'on aille vérifier que ce document existe, on peut mettre du temps. Et c'est bien tout l'intérêt d'avoir des thèses, le texte intégral des thèses en accès libre. En fait, par ailleurs, il y a des gens qui vous disent je ne mets pas ma thèse en ligne parce que j'attends un éditeur. Et quand vous leur demandez, ben là, ça fait quand même à peu près 6 ans que ta thèse a été soutenue, t'attends toujours un éditeur? Ah oui, 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 parce que de toute façon, un éditeur m'a dit que si jamais je mettais ma thèse en ligne, non seulement ça existe encore, un genre de menace. Non seulement il ne me publierait pas, mais en plus il bloquerait ma carrière universitaire. Alors là, je salue l'intelligence, hein, notamment pour le rayonnement de la culture juridique française. On n'a pas très bonne réputation à l'étranger, je vous le dis tout de suite, hein, Merci pour les Jean. juristes français. On va reprendre peut-être l'une ou l'autre question. Alors justement, bah, je vais rebondir. Merci pour la transition, Jean, parfait. Je vais rebondir sur une question là qui n'apparaît pas sur l'écran. Une personne s'interrogeait de savoir si la situation française était similaire aux autres pays européens, si on le sait, ou si on est un peu atypique. Beaucoup de la- Ça dépend beaucoup de la culture scientifique du pays.
permettre de répondre, mais peut-être avec une autre de mes casquettes. C'est que, par exemple, en Belgique, la Catholic Universiteit Leuven a numérisé, quant à elle, au photocopieur et en PDF, toute une partie de la production belge, dont la plus ancienne revue belge, qui est le Journal des Tribunaux, qui est un peu l'équivalent de la Gazette du Palais, on va dire ça comme ça, en France, et a rendu de manière extrêmement brute, mais très accessible, ces numérisations accessibles sur son site internet. Elles sont mal indexées par les moteurs de recherche, mais elles restent ossérisées et elles restent disponibles. Alors ce n'est pas un répertoire extrêmement organisé, il n'y a pas une description en Dublin Core de ces numérisations-là, mais ça a le mérite d'exister. Alors pour un autre outil, en tout cas en droit belge, qui est le répertoire notarial, qui est un peu une encyclopédie également, à mise à jour successive, donc c'est du feuillet mobile en papier, qui ne paraît plus en feuillet mobile maintenant, ça paraît sous forme de monographie, donc il y a une transition de l'éditeur. Malgré tout, l'éditeur, lui, archive sur sa plateforme, je peux le citer, hein, c'est le groupe Lefebvre-Sarrut Belgique, donc c'est sur la plateforme Stradalex. Il y a maintenant un archivage des versions successives, par exemple du répertoire notarial, qui était au fond une demande des universités principalement à l'époque. Voilà la réponse en tout cas pour la partie belge. Merci beaucoup François. La France, je rappelle que toute personne qui soutient une thèse en France est obligée de soutenir et de déposer le texte intégral de sa thèse, sous le format qui lui convient, la plupart du temps maintenant c'est numérique, sur l'intranet de son université. Là, pour le coup, il ne peut pas y déroger, il est obligé de déposer son travail, puisqu'il est au moins censé rendre service aux chercheurs de son alma mater, de son université d'origine. Donc ça, a priori, c'est fait. Donc, si vous êtes en rapport avec un universitaire qui travaille dans l'université de l'auteur de la thèse, vous avez peut-être une chance d'y accéder. Voilà. À savoir que, d'après ce que j'ai pu voir ailleurs, c'est assez souvent le minimum de ce que vous pouvez obtenir dans les autres États membres de l'Union européenne. Le dépôt dans l'université d'origine, ça serait intéressant d'avoir le pays le plus intéressant à voir à ce niveau-là, ce serait l'Allemagne. Pays dans lequel le monde universitaire a une importance non négligeable, puisque quand vous parlez avec un ministre allemand, la première chose qu'il vous dit, c'est le nom de son université et son titre de docteur. Ça m'est arrivé quand j'ai rencontré le ministre de la Justice du Land de Sarre. La première chose qu'il m'a dit, je suis diplômé à l'université de docteur, etc. Et puis après, il vous dit, oh, accessoirement, je suis ministre de la Justice. Bon, donc c'est un endroit dans lequel le transfert de l'information scientifique, quelle que soit la discipline, revêt une grande importance. Donc ça serait intéressant de savoir comment ils sont organisés pour partager leurs données scientifiques. Je pense que, si je ne m'abuse, j'ai travaillé dans le milieu académique, je reste en connexion avec le milieu académique. La distinction que Maïté Roux a faite est une excellente distinction entre les sciences spéculatives, qui sont les lettres et le droit, par exemple, et les sciences dites opératives. Les sciences opératives basent leurs résultats de recherche sur des données. C'est les données qui comptent. C'est l'observation en laboratoire, c'est l'expérimentation. Et donc, c'est les lois, pour caractériser de science, si on se réfère par exemple à Karl Popper, c'est la reproductibilité des résultats. Donc, avec les mêmes données, les mêmes méthodes, vous obtenez les mêmes résultats. Ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une analyse doctrinale, d'un mécanisme juridique, dans un État. Donc, on ne peut pas dire, au fond, qu'il y a une distinction, il y a une sorte de summa divisio entre les sciences spéculatives et les sciences opératives, dans la mesure où là, ce sont les résultats de la recherche qui valent sur le marché de l'édition, sur le marché académique. Et donc, la valorisation est beaucoup plus importante pour un auteur dans les sciences spéculatives, la valorisation de sa thèse. Tandis que pour l'auteur venant de sciences opératives, elle aura plus trait à l'exploitation de ces données, et donc en partie aux résultats. Les résultats ne sont que l'aboutissement de l'exploitation des données.
Si je peux me permettre juste deux remarques sur la question par rapport aux autres pays européens. Alors, ce qui est compliqué au niveau des comparaisons, c'est qu'en France, on a cette réglementation très jacobine et qui est centralisée en fait, avec une réglementation nationale et effectivement un dépôt qui s'impose à tout le monde. Ce qui n'est pas le cas chez nos voisins et même plus largement au niveau international où c'est souvent géré par université. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir faire des comparaisons. En cela, pour une fois, le jacobinisme a du bon en France. On nous envie également le CINES comme structure d'archivage, puisque dans beaucoup de pays, les thèses sont stockées, mais non archivées. La deuxième chose que je voulais ajouter par rapport à la diffusion à minima, donc la réglementation prévoit en fait une diffusion au sein de la communauté universitaire, donc qui est beaucoup plus large à minima. Aujourd'hui, concrètement, les établissements mettent ça sur leur intranet et donc ça n'est disponible que dans l'établissement. Et là, on est en train de travailler à la mise en place d'un espèce d'intranet entre guillemets national, c'est-à-dire qu'à partir de test.fr, n'importe quel chercheur pourrait accéder à ces thèses-là avec ses identifiants qu'il utilise habituellement dans son université. Donc, même si je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille, j'aurai accès aux thèses en accès restreint de Bordeaux, ce qui est normalement prévu par la réglementation nationale. Donc, ça sera un meilleur accès, mais toujours au sein de l'enseignement supérieur. Hein, ça ne sera pas ouvert à l'extérieur. Remarque, c'est que les sciences opératives ont des mœurs de partage des informations qui sont très différentes des sciences spéculatives. En fait, les scientifiques sont obligés de se soumettre à un certain nombre d'obligations de partage. De même, ils sont obligés de participer à la recension des œuvres des autres. Toute personne qui ne jouerait pas le jeu serait immédiatement exclue de cette société, enfin de ce groupe, et ne pourrait plus avoir d'activité scientifique ou une activité scientifique marginale. Il est vrai que dans les sciences spéculatives, en fait, on a des auteurs beaucoup plus, entre guillemets, indépendants, qui ont moins d'obligations et qui tirent des revenus plus visibles aussi de leur production intellectuelle. Ça aussi, ça compte. C'est-à-dire que c'est des auteurs quasiment comme des auteurs privés à part entière. Un petit peu, le professeur Molfessis et Françoise Sagan ont à peu près la même vision de leur métier d'auteur. Même si Françoise Sagan n'est plus parmi nous, mais vous voyez, en gros, c'est des auteurs littéraires. Alors que les auteurs scientifiques en sciences dures, c'est des auteurs au service d'une communauté scientifique avec obligation de mettre en commun beaucoup plus de choses. Donc là aussi, il faut prendre cette composante-là en compte dans les différenciations culturelles sur le partage de l'information. Voilà, j'avais que ça à dire. Maintenant, d'autres questions ou remarques? Alors, moi, je voulais peut-être poser une petite question à Anne avant qu'elle ne nous quitte. Je voulais savoir s'il y avait une habitude qui se développait en interne dans notre groupe de déposer des publications, notamment scientifiques, puisqu'on a des grands centres de recherche, aux archives à Saint-Gobain. Alors, c'est peut-être, je sais pas, j'espère que c'est pas une question piège. Ce n'est pas du tout l'intention. Non, c'est pas une question piège. Juste pour revenir sur la distinction entre sciences dures et sciences molles, hein, finalement, la différence en fait est moins contrastée que ça, puisqu'en économie, que je rattacherai plutôt aux sciences molles, pour le coup, on a des pratiques qui sont proches en termes de publication et de partage des données de ce qui se fait en maths ou en physique, par exemple. Et en histoire, pour pratiquer pas mal le domaine, on a aussi quand même des courants qui sont plutôt tournés vers l'histoire quantitative, donc du coup qui accordent une importance aux données beaucoup plus grande de ce qu'on peut trouver dans d'autres courants, en fait, plus tournés par exemple aujourd'hui vers l'histoire culturelle. Et donc du coup, on a des disciplines en fait qui sont traversées par quand même pas mal de débats sur la question. Et on aurait bien besoin de DU de ce point de vue-là pour nous aider quand on continue à faire de l'histoire quantitative, celle qui date maintenant un petit peu des années 60-70, pour accéder en fait aux premières thèses d'histoire quantitative ou pour accéder plus facilement à ceux
qui ont collecté des données et qui les ont mises en fait à disposition dans leur thèse papier, qui sont aujourd'hui beaucoup plus difficilement accessibles, puisque généralement conservées dans des dépôts très lointains des locaux des BU, et que voilà, pour lesquels on doit demander un accès, ou en tout cas pour lesquels il faut avoir beaucoup de patience, hein, et croiser les doigts pour que les volumes n'aient pas disparu des rayonnages ou n'aient pas été perdus. Voilà, pour ma part, j'ai eu tellement de difficultés à retrouver une thèse des années 80 sur les offices vénaux achetés par les parlementaires de Rouen sous l'Ancien Régime. J'ai fait cette expérience à plusieurs reprises sur des sujets qui sont très exotiques, mais que, pour le coup, qui continuent quand même à avoir un intérêt quand on cherche à faire de l'histoire des institutions et de l'histoire du droit aussi. Bloquer ça parce que en droit, on a vu arriver l'importance du chiffre avec donc la croissance de la notion de jurimétrie, et là, on s'est aperçu que les données quantifiées commençaient à avoir de l'importance aussi, et que notamment, on commence à avoir l'intérêt de garder. Je me rappelle quand on a organisé le premier prix Open Thèse, dans les lauréats, on avait quelqu'un qu'on n'avait pas pris, il était juste arrivé 4e, mais il se trouve que sa thèse en matière de droit de la concurrence comprenait une étude avec des pièces jointes, et notamment des études quantitatives qui étaient extrêmement intéressantes, et on lui avait donné un accessite parce que en fait, c'est ces données-là qui avaient une vraie valeur et qui méritaient d'être partagées et conservées. Une question. Alors, on va peut-être juste terminer avec les questions de la salle virtuelle. Alors, déjà, des remerciements à Emmanuel d'avoir évoqué la question sur l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique, recherche qui a failli ne pas aboutir. Grâce à l'aide d'Emmanuel, elle aboutit, si je comprends bien. Et une autre question concernant effectivement une revue qui était très utile en propriété industrielle, la revue Dossier Brevet, qui était pendant un temps hébergée sur le site d'un cabinet de propriété intellectuelle, hein, le cabinet Véron, et qui a disparu. Alors, est-ce qu'on sait? Oui, c'est ce qu'indique la question. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu cette revue? Parce qu'elle a disparu d'un jour à l'autre. Il faut savoir ce qu'est devenu le cabinet Véron. Ouais. C'est la seule solution. Effectivement, il n'est pas impossible que certains paranoïaques aient eu la bonne idée de brancher des aspirateurs dessus parce que ça avait une vraie collection. Est-ce qu'il y aurait des universités qui auraient eu la bonne idée de le faire? J'espère. Est-ce que l'INPI l'aurait fait? A priori, c'est quand même eux. Bon, a priori, oui, l'IRPI. Les performances techniques de l'INPI, actuellement, c'est pas vraiment très tendance. Passons. Mais peut-être avec un peu de chance, quelqu'un aurait pu y penser. Le pire, c'est que je me souviens qu'à une certaine époque, on s'était inquiété de ce truc et qu'on espérait que ça ne se produirait jamais. Et après, peut-être qu'il y a des trucs, ça a peut-être été pompé dans archive.org. Si le site a été déclaré dans archive.org, oui, c'est peut-être une bonne piste, effectivement. C'est le premier truc que j'irai voir. Je vais donner la parole à René, qui a peut-être une... Non, c'était ma question, si vous utilisez le Wayback Machine pour cette puis si ça fonctionne. C'est vrai que c'est le réflexe que l'on a quand c'est un site web de dire est-ce que vous êtes allé voir sur archive.org. La mémoire de Légifrance, pour ceux qui s'inquiètent, notamment d'avoir perdu les codes traduits. Vous vous souvenez des codes traduits? Les codes traduits de Légifrance se trouvent dans le Wayback Machine. Voilà. Donc, archive.org, et puis vous demandez une version de Légifrance datant de 2014. Avec un peu de chance, vous retrouverez, et là je vous conseille de télécharger vite fait, hein, parce que ça va, voilà, c'est pas une conservation éternelle, le Wayback Machine. Hein. Je voudrais juste évoquer un point, on a parlé du problème du faible nombre de thèses en droit qui sont disponibles sur un plan donc gratuit, national, en open access sur thèse.fr. Je voudrais souligner quelque chose dont les doctorants ne sont pas forcément toujours conscients. Aujourd'hui, dans les structures professionnelles en tout cas,
on est de plus en plus dans une logique comparative. On est de plus en plus dans des cabinets internationaux qui vont donc avoir des problèmes qui impliquent le droit de plusieurs pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on fait ce type d'études, on ne peut pas maîtriser le droit des autres pays. On est donc obligé d'avoir des relations avec des universitaires d'autres pays. Je fais référence à la thèse « La réforme de la responsabilité civile en droit suisse », modèle pour le droit français, que je connais bien parce que c'est la thèse d'une amie, Ève Matringe, et elle a soutenu sa thèse en 2010 à Strasbourg. Et elle m'a expliqué qu'elle n'aurait jamais pu faire cette thèse sans les relations qu'elle avait en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Luxembourg et en France. Et comment elle a eu ces relations? Parce qu'elle a publié sur des réseaux sociaux et sur son blog progressivement, non pas sa thèse ou les morceaux de sa thèse, mais ses réflexions et ses avancées. Et par ce biais, elle a eu des gens qui l'ont contactée, lui ont dit « ça m'intéresse aussi », elle a pu échanger et développer ainsi une logique comparative qu'elle n'aurait pas pu faire seule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est même pour des gens qui vont faire du droit strictement franco-français, ça leur permet de sortir beaucoup plus facilement de leur université, toucher l'ensemble de la France, tout simplement. Enfin, moi, je vois la richesse, quand je travaille notamment sur mon blog sur un certain nombre d'articles, dès que j'ai des échanges. On a beaucoup plus d'arguments, on est beaucoup plus exhaustif, on est beaucoup plus complet, on est beaucoup plus solide. Quand j'en dis qu'on est mal vu sur le plan étranger, moi je dirais pas forcément qu'on est mal vu sur le plan étranger, je dirais qu'on se prive d'une richesse, vraiment, au niveau des thèses, et pas forcément d'ailleurs uniquement des thèses en droit. Voilà, c'était juste un point de vue pratique. Le soft power. Le soft power, c'est juste la quantité de données concernant votre doctrine française, romano-germanique, anglo-saxonne, que vous trouvez facilement en ligne. Actuellement, si on fait une comparaison en poids de données, vous avez en données anglo-saxonnes de doctrine 10 fois plus de données consultables et accessibles que de données romano-germaniques. Donc quand on vous dit, quand la plupart des gens vous disent « Ah ben le droit anglo-saxon c'est le droit plus pratiqué dans le monde », c'est au nombre de pays pratiquant le droit de common law, c'est faux, totalement, puisque la proportion est d'1 pour 10. Pour un pays anglo-saxon, il y en a 9 romano-germaniques. D'accord? En revanche, en quantité, en mégaoctets de données, là, librement accessible, désolé, l'avantage est aux anglo-saxons. Après,